je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité sociopolitique haïtienne. Je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne, mais je vous remercie surtout de vos témoignages. Lorsque je rencontre des jeunes qui sont nés au Canada, qui sont nés au Québec et qui se contentaient jusque-là des narratifs des grandes chaînes occidentales sur Haïti, à savoir pays pauvre, pays instable, population impossible, etc. Eh bien, lorsque je rencontre des jeunes qui me disent « Mais désormais, c'est grâce à vous, monsieur Fils-Aimé, c'est grâce à votre chaîne qu'on comprend mieux Haïti. Désormais, nous avons un autre narratif, nous avons d'autres récits à proposer à nos amis canadiens, à nos amis québécois qui colportent, ou bien qui colportaient jusque-là les grands narratifs des médias occidentaux qui sont, disons, n'est-ce pas le mot, inféodés au service de chancellerie des gouvernements occidentaux, 9 fois sur 10. Les médias occidentaux colportent tout simplement les grandes lignes éditoriales qui sont définies par des stratèges en communication dans les services gouvernementaux, en particulier dans les ministères, les divers ministères d'affaires étrangères de ces pays. Et les journalistes, pour reprendre la formule de l'ancien Premier ministre du Québec, René Lévesque, les journalistes étant par définition des piques-assiettes, chacun va piquer dans l'assiette de l'autre ce que l'autre a dit. Il y en a très peu, pas tous heureusement, qui ont le recul qu'il faut, qui pratiquent le doute systématique ou le doute systémique par rapport à tout ce qui vient des gouvernements pour dire mais ce n'est pas normal ce qu'on dit là d'Haïti, pays pauvre, pays instable, et qu'on continue depuis toujours d'ailleurs à proposer les mêmes solutions, il faut qu'il y ait anguille sous roche. Et donc je disais, lorsque je rencontre des jeunes comme ça au hasard de la vie, des jeunes qui sont nés ici,
Et c'est souvent des 18-35 ans, hein. Ce qui me fascine encore plus, parce que j'étais loin de m'imaginer que les 20 ans, hein, les 20-25 ans, enfin, ce qu'on appelle la génération Z, la génération Z, pour reprendre la formule des anglophones, mais j'étais loin de m'imaginer que cette génération-là s'intéressait aussi à Haïti. Et franchement, il n'y a rien de plus enlevant pour moi, il n'y a rien de plus édifiant que ce témoignage-là. Eh bien, mais c'est grâce à vous, honnêtement, que je poursuis ce travail. C'est grâce à vous que je continue de me livrer à des recherches en géopolitique internationale. Vous devez savoir que je ne vis pas de cela. Donc, ce que je fais là, c'est ma contribution avec ma communauté. À ma communauté, je ne m'en plains pas, j'en suis fier, au contraire. Je m'estime privilégié d'être à cette place pour vous livrer 2 fois semaine, le mercredi en créole avec un invité ou une invitée haïtienne sur une problématique haïtienne, et le dimanche matin en solo. Et là, je ramasse l'actualité sociopolitique haïtienne et je projette une lumière mienne sur, n'est-ce pas, cette actualité. Donc, merci d'être là et franchement, c'est grâce à vous que je trouve l'énergie, semaine après semaine, de me placer devant cette caméra pour vous parler. Cette semaine a ramené le 2e anniversaire de l'usurpation du pouvoir par Ariel Henry. On va voir ce qu'Ariel Henry n'a pas fait. Au fait, c'est un bilan absolument négatif, hein. Il n'y a pas une seule chose positive que l'on puisse attribuer à Ariel Henry, mais il ne faut pas garder le focus sur Ariel Henry, il faut aller au-delà d'Ariel Henry et se questionner sur l'intention véritable de ses patrons. Car Ariel Henry est un jobber. Ariel Henry exécute un script qui est rédigé par Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron et dans une certaine mesure Antonio Guterres. Et il exécute cela. Le script n'a rien à voir avec des intérêts haïtiens. On lui demande de faire du surplace en attendant que ces mêmes nations malveillantes, ces mêmes institutions malveillantes placent à la tête du pays un autre salaud de la trempe de Michel Martelly, etc. Sauf que désormais, nous sommes plus vigilants, nous veillons au grain. Et à chaque fois qu'ils viennent avec un projet, eh bien, par notre service de contre-intelligence, nous anticipons ce qu'ils vont faire. Quand je dis nous, pas seulement moi, et d'autres compatriotes aussi. Et là, ils sont obligés de reculer. Et si ce n'était de votre vigilance, si ce n'était du travail que nous accomplissons ensemble, ça fait longtemps déjà que la communauté des nations malveillantes aurait militairement envahi Haïti et imposé clairement leur agenda au vu et au su de tout le monde. C'est encore leur agenda qui se met en œuvre, sauf que là, ces nations malveillantes sont bien obligées de le faire. Si vous voulez, en catimini, elles sont là, mais elles font croire qu'elles ne sont pas là et que ce sont les Haïtiens qui sont au pouvoir. Et donc, je vais mettre tout cela à nu. Vous me connaissez. Il faut que je revienne cette semaine encore. J'espère honnêtement que c'est pour la dernière fois à la marche de Grégory. C'est important parce que la marche de Grégory est une occasion ratée. Elle est en train de devenir une occasion beaucoup plus ratée encore. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais tendu une perche à Grégory. Je l'avais félicité, Grégory, pour sa grande capacité de mobilisation autour de Haïti. Les gens n'étaient pas mobilisés autour du nom de Jésus, autour de l'égrégore du Christ. Les gens n'étaient pas mobilisés autour de l'église de Grégory, non. Les gens étaient mobilisés parce que Grégory avait lancé le mot Haïti. Et dès que vous lancez le mot Haïti
n'est-ce pas, aux oreilles d'un Haïtien, vous savez quoi, il vibre. Il est prêt à sortir son portefeuille, il est prêt à sortir sa carte de crédit, il est prêt à marcher, il est prêt à affronter, n'est-ce pas, le froid ou la chaleur, parce que Haïti, c'est de la magie, hein, au sens mélioratif du terme, pour un Haïtien, pour une Haïtienne. Je vous avais dit, hélas, allez écouter l'émission que j'ai présentée le mercredi après la marche du 9 juillet de Grégory. La marche ayant eu lieu le 9 juillet, Grégory a accordé une entrevue sur Métropole le 10 et le 12 juillet dernier, j'ai présenté un éditorial d'une heure pour dire que rien n'allait, hélas, je dis bien hélas, sortir de cette marche. Vous savez, il y a des moments où on n'aime pas avoir raison. J'aimerais ne pas avoir raison dans cette affaire de marche, du fait que rien ne sortirait de la marche et que la marche n'avait rien à voir avec Haïti et que Grégory avait utilisé le mot Haïti comme, si vous voulez, comme slogan pour attirer de l'attention sur lui, pour ramasser de l'argent dans les coffres de son église. Eh bien, hélas, je suis obligé de vous dire que j'avais raison. Le jeudi 20 dernier, donc le jeudi de cette semaine-là, Grégory a organisé une rencontre avec près de 1000 pasteurs protestants, cela va sans dire. On pensait qu'il allait faire un post-mortem, qu'il allait rendre compte aux amis pasteurs de ce que la marche a réalisé, a atteint comme objectif. On pensait qu'il allait annoncer aux pasteurs ce qu'il compte faire de ce momentum-là autour d'Haïti. On pensait aussi, puisqu'il a recueilli des fonds citoyens, donc des fonds publics pour Haïti, on pensait qu'il allait rendre des comptes accompagné d'un trésorier, d'un comptable, etc., qu'il allait présenter les chiffres, n'est-ce pas? Voici combien nous avons recueilli entre telle date et telle date autour du projet On souffle pour Haïti. Voici les dépenses que cette marche a occasionnées. Voici ce qui reste en banque, pas dans les banques ou dans les comptes de mon église, parce qu'il faut distinguer entre On souffle pour Haïti et Tabernacle de gloire ou bien le ministère Tabernacle de gloire. Et enfin, voici quels sont les projets que nous avons conçus, des projets pan-nationaux avec l'argent qui a été recueilli pour Haïti. Et puisque la question qui préoccupe tous les Haïtiens de bonne volonté de nos jours, c'est la question de l'insécurité, on pensait que Grégory allait dire aux 1000 pasteurs qui étaient là, qu'il avait réunis par Zoom, hein, voici comment nous comptons nous attaquer au problème d'insécurité à partir du momentum que nous avons créé, et voici comment l'argent va être utilisé. Première déception, et ça, je l'avais prédit, Grégory n'a pas rendu compte de la somme qu'il a recueillie. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres,
et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Vous savez, les mouvements haïtiens échouent toujours pour 2 raisons. 1, sur des questions d'argent et 2, sur des questions de culte de la personnalité, des questions d'autocratie, etc. Nous avons renversé Jean-Claude Duvalier avec raison, mais on découvre que ceux qui ont suivi Jean-Claude Duvalier sont de pires dictateurs que Jean-Claude Duvalier. Nous devons avoir l'intégrité intellectuelle de le dire. Et les dictateurs ne se retrouvent pas seulement dans le secteur politique, les dictateurs se retrouvent aussi et surtout, n'est-ce pas, je le dis, n'est-ce pas avec le cœur saignant, n'est-ce pas, dans le milieu ecclésiastique. Eh bien, non seulement Grégory n'a-t-il pas rendu compte, il n'a jamais utilisé le mot argent pendant cette rencontre par Zoom qu'il a tenue avec près de 1000 pasteurs, mais écoutez surtout, il a dit que il avait prié pour que Dieu lui inspire la marche. Là, Dieu lui a permis de réussir la marche. Là, il attend la volonté du Seigneur. Il attend les directives du Seigneur. Sauf qu'en attendant les directives du Seigneur, il a 2 autres projets. Écoutez-moi bien. Écoutez bien, les amis. Quand je vous dis, ça n'allait rien, enfin, il n'allait rien sortir de cette marche et que c'était une marche que Grégory avait organisée sous prétexte d'Haïti pour faire une démonstration de muscles, il a dit, la prochaine activité qu'il va organiser autour d'Haïti, ça va être au mois de septembre. Écoutez bien quelle va être cette activité. Ça va être une chaîne de prière de 6 heures du matin à 6 heures du soir. C'était tellement prophétique, l'émission que j'ai réalisée avec le psychologue Eddie Eustache sur la pensée magique versus la pensée critique. Imaginez un pasteur qui, grâce aux médias sociaux, qu'il a payé d'ailleurs, il y a de ces médias sociaux qui ont reçu jusqu'à 120 000 $ pour les 40 jours de démagogie et de manipulation religieuse de Grégory pendant ces 40 jours, etc. Et imaginez que Grégory s'est servi du nom d'Haïti pour lancer une marche qui, d'un point de vue numérique, précisons, était un succès et surtout, d'un point de vue pécuniaire, a rapporté beaucoup d'argent à la caisse de l'église de Grégory. Imaginez, vous avez organisé une marche le 9 juillet et on est unanime à dire que d'un point de vue numérique, c'était gros, c'était inédit. Donc il y a un momentum. Il annonce que la prochaine activité qu'il va organiser autour d'Haïti, ça va être un service de prière qui va durer 12 heures. Un 6 à 6 pour demander au Seigneur de résoudre les problèmes du pays. Sommes-nous sérieux? Quand je vous avais dit là, le mercredi qui a suivi la marche de Grégory, le mercredi 12 juillet, que finalement ça a été une marche organisée par le zombificateur en chef et qui a entraîné en grande partie des zombies. Grégory voulait faire une démonstration de muscles en disant aux autres
dirigeant religieux, et je vais en parler, j'ai plus de zombies que vous, je peux mettre plus de zombies dans la rue que vous. Maintenant, ayez l'honnêteté, ayez l'intégrité intellectuelle de reconnaître que j'avais raison. Imaginez, il y a là un momentum, vous avez réussi à sortir, n'est-ce pas, environ 1 million de personnes dans presque de 60 pays, et vous avez dit l'avoir fait pour Haïti. Et je vous avais dit d'être méfiant vis-à-vis de cela, parce que lorsque la marche de Grégory a été lancée, la fameuse marche a été précédée d'une pétition qui circulait, et dans la pétition, Grégory exprimait les 3 objectifs de la pétition qui allaient être suivis d'une marche. 1. Soutenez le projet de loi là, qui se retrouve sur la table du Congrès américain sur la transparence, comment les États-Unis devraient punir ceux et celles qui sont impliqués dans le trafic des armes en Haïti. De 2, demander le maintien du programme de Biden. Et 3, demander que ceux qui bénéficient du programme de Biden puissent bénéficier aussi à terme de la résidence permanente aux États-Unis. Et je vous avais dit que ça n'a rien à voir avec l'Haïti, quand on sait que le programme de Biden, c'est un outil politique au sein, n'est-ce pas, enfin, aux mains du parti démocrate de Biden pour démobiliser toute résistance vis-à-vis d'Ariel. Donc, en demandant le maintien du programme de Biden, Grégory, indirectement, contribue à la démobilisation en ce qui a trait à la résistance face au gouvernement de PHTK mis sur pied par Biden. Donc, la prochaine étape de la marche de Grégory, c'est une prière de 6 à 6. Mais vous notez la contradiction, comme c'est souvent le cas avec ceux qui cultivent une pensée magique. Grégory dit qu'il attend les directives du Seigneur pour savoir quelle suite donner à la marche. Mais en attendant les directives du Seigneur pour savoir quelle suite donner à la marche, il sait déjà que rien ne va se passer avant le mois de septembre. Et au mois de septembre, il va y avoir 12 heures de prière. Dites-moi, je vous regarde dans les yeux pour vous poser la question. En fait, on appelle ça une question rhétorique, puisque je connais déjà la réponse en ma qualité de théologien et en ma qualité d'historien. Connaissez-vous un seul pays dans toute l'histoire de l'humanité? Un seul pays, un seul État, une seule nation, un seul peuple qui ait résolu un problème politique après 12 heures de prière? Je vous laisse toute la semaine pour me suggérer un exemple. Je ne vous demande pas de me citer un verset de la Bible. Hein. Là, on est dans des légendes, on est dans des mythes. Là. Je vous parle d'histoire. Connaissez-vous un seul pays? Citez-moi des faits qui ait résolu un problème parce qu'il a prié. Partons d'Israël. Vous pensez qu'Israël a été fondé, je parle de l'État moderne d'Israël, 1947. Vous pensez qu'Israël a été fondé à la suite de prières? Mais vraiment, est-ce que vous êtes malade? Israël a pu être reconnu, n'est-ce pas, aux Nations Unies à la suite d'âpres combats, n'est-ce pas, militaires et surtout de stratégies terroristes. Je vous le rappelle, dans les années 40, le territoire aujourd'hui qui est reconnu comme le territoire d'Israël, tout comme le territoire palestinien, était sous protectorat anglais. Et les Anglais ne voulaient rien savoir d'un État d'Israël. Savez-vous comment des gens comme David Ben Gurion, le premier homme d'État de l'Israël moderne, savez-vous comment, lui, il a réussi à décourager les Anglais? Je vous le donne en mille, en posant des bombes. Il a posé des bombes dans des stations à essence britanniques. Il a posé des cocktails dans les intérêts britanniques de la région. Et les Britanniques, voyant que des bombes sautaient partout, que le feu prenait partout, eh bien, de guerre lasse, ils ont accepté, les Britanniques, de négocier avec ce qu'on appelle les sionistes, c'est-à-dire ceux qui croyaient que l'avenir d'Israël passait par, n'est-ce pas, un sillon physique, et Israël va être reconnu. Mais en dehors des stratégies militaires, il y avait aussi des stratégies politiques.
Haïti, n'est-ce pas, c'est l'historien en moi, a aidé à faire reconnaître l'État d'Israël. Beaucoup d'États qui aujourd'hui se font passer pour des amis d'Israël se sont abstenus lors de ce fameux vote aux Nations Unies. Mais Haïti, parce que c'est l'un des premiers États des temps modernes à croire en l'autodétermination des peuples, Haïti a voté en faveur d'Israël, tout comme il va le faire en faveur du Liban, tout comme il l'a fait en faveur de la Grèce, tout comme il l'a fait en faveur d'Éthiopie. C'est toute une histoire à Haïti. Haïti, c'est un grand peuple. Et je vous réfère, j'ai rédigé un petit roman historique pour les éditions Bayard qui s'intitule « Sur les traces de Loubaï d'Antor ». Au fait, c'est toute la quête identitaire chez l'Haïtien et par cette quête identitaire, c'est toute l'histoire d'Haïti que je reprends, sa contribution à la fabrication des temps modernes en matière de liberté, en matière de souveraineté, en matière d'autodétermination des peuples. C'est un petit roman, ma foi, d'une centaine de pages qu'il vaut la peine de lire. Vous le trouverez sur mon site ou sur Amazon.ca, sur les traces de Loubaï d'Antor. Donc, Israël n'a pas été fondé par la prière. Israël détient l'arme nucléaire, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas par la prière qu'Israël se défend. Israël, n'est-ce pas, détient l'un des services secrets les plus imposants, n'est-ce pas, la Mossad, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas avec la prière, encore une fois. Israël détient l'une des armées les mieux préparées, là non plus, ce n'est pas par la prière. Donc comment Grégory, démagogue de son État, zombificateur en chef, et là il est imbattable, hein? Comment peut-il dire, après la marche du 9 juillet, la prochaine étape, on va faire une prière de 6 à 6? Qu'est-ce que ça vous révèle sur Grégory? Ça vous révèle qu'Haïti n'était qu'un slogan pour lui. Mais ça vous révèle surtout, et je vous l'avais dit, allez réécouter mon émission du mercredi 9 juillet dernier, Pensée critique versus Pensée magique. J'avais dit, après ce que Grégory a fait, c'est gros. Désormais, il va être surveillé par les services secrets. Il va faire attention. Et il ne va pas se mouiller à la politique. Dans son discours lors de cette marche, il n'a jamais parlé des nations malveillantes d'où partent les armes qui tuent les Haïtiens. Il n'a jamais critiqué Ariel pour n'avoir rien fait, pour être passif devant la situation, non. Et donc, les patrons véritables de Grégory, foutez-moi la paix avec Dieu ou Jésus-Christ, ça c'est des propos qu'il tient pour les zombies là, et auxquels les zombies applaudissent. Ces véritables patrons, ceux du département d'État, ceux du Parti démocrate, lui disent, écoutez, le but c'était de faire une démonstration de force, un positionnement politique, vous l'avez fait, regardez ailleurs, rentrez chez vous et continuez à zombifier le peuple avec des histoires de prière. Écoutez bien. Et Grégory annonce, lors de cette même rencontre, vous savez, pour faire le travail qu'on fait, nous devons avoir des antennes partout. Lors de cette même rencontre avec les pasteurs, rencontre qui a eu lieu le jeudi 20 juillet dernier, il a dit, la prochaine fois qu'on va faire une marche, écoutez bien, ça va être en 2024 ou en 2025, donc un an plus tard. Aïe, 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 quelle occasion ratée. Mais ça ne me surprend pas de la part de Grégory, c'est un zombificateur en chef. Il utilise le nom d'Haïti pour faire de l'argent, pour faire un positionnement politique, pour faire une démonstration de muscles. J'ai 200 000 zombies derrière moi, vous n'en avez pas autant. Il a fait une marche le 9 juillet et là il dit la prochaine activité qu'il va faire, ça va être en septembre, une prière de 6 à 6. Et en 2024-2025, il attend la directive du Seigneur, mais en attendant les directives du Seigneur, il sait qu'il va organiser une autre grande marche en 2024-2025. Êtes-vous assis pour écouter la raison? Ou le but de cette marche, ça va être pour remettre les prémices de la nation à Jésus.
Vous voyez la démagogie encore une fois, la pensée magique. Parce que Grégory est obsédé par Bois Caïman. Il fait le travail de déconstruction des mythes, enfin de l'histoire haïtienne. L'histoire établit que nos ancêtres ont eu un congrès au cours duquel des gens de toutes tendances, des gens de toutes origines se sont mis ensemble pour penser un projet pan-national. Imaginez des gens qui venaient du Bénin, des gens qui venaient du Nigeria, des gens qui venaient du Sénégal, mettez-en, qui parlaient toutes sortes de langues, qui avaient des croyances différentes, hommes et femmes, et qui ont dit, pour le projet qu'on va se donner, nous devons nous entendre. Et ils se sont donné un mot d'ordre, liberté ou la mort, nous allons nous battre jusqu'à la mort pour créer une nation, pour jeter en Amérique une nation qui serait la terre de la liberté. Grégory est obsédé par Bois Caïman, qu'il sape, qu'il détruit, et lui, il veut, en 2024, en 2025, organiser une grande marche, cette fois-ci pour remettre les prémices haïtiennes entre les mains de Dieu. Une autre démagogie à laquelle Chaban Jeune s'était déjà livré, avec moins de succès. Chaban Jeune avait organisé une saloperie de ce genre en 2004 au stade Silvio Calcator, vous vous souvenez de cela? En janvier, il avait organisé un truc pour remettre la nation au nom du Seigneur. C'est les mêmes imbécilités. Hein. Donc, ne pensez pas que Grégory fasse quoi que ce soit de nouveau. Hein. Il recycle les vieilles recettes, des recettes éculées, des recettes insipides, mais qui marchent, parce qu'elles sont insipides. Parce que ces recettes-là sont destinées à des zombies, des recettes insipides qui marchent dans le milieu protestant, parce que c'est un milieu qui est fait 9 fois sur 10 de zombies. Et donc, lui, il va rééditer ce que Chaban Jeune avait fait. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Parce que nos ancêtres à nous, à Bois Caïman, ça me révolte tellement de répéter ces bêtises-là, avaient conquis l'indépendance avec le diable, et que là, nous devons remettre les prémices entre les mains du Seigneur. Mais combien de fois faut-il faire cela? Chaban Jeune l'a fait. Depuis Chaban Jeune, il y a un tas d'autres imbéciles qui le font à chaque fois, qui vont même sur le site de Bois Caïman pour reconsacrer le pays à Jésus. Et là, Grégory, en 2024-2025, va reconsacrer. Et vous vous souvenez qu'il l'avait déjà fait, ça? C'est un démagogue de première. Est-ce que vous vous souvenez qu'au 10e anniversaire du tremblement de terre, je pense, Jovenel était au pouvoir, il avait organisé un gros machin pour des zombies au stade Silvio Cator qui était repris par toutes les chaînes parce qu'il les payait. Et là, il consacrait le pays au Seigneur le dernier jour. Puisque nos ancêtres avaient conquis notre indépendance par le sang d'un cochon, lui, il avait reconsacré le pays par le sang de Jésus et tout le monde devait prendre la scène. Donc désormais, ce n'est pas le sang de cochon, du cochon qui circule dans nos veines, c'est le sang de Jésus. Mais ça, il l'a déjà fait. Puisque la recette a marché, il va nous la refiler, cette même recette. Une occasion ratée. Ça m'attriste de vous le dire. Mais mon rôle en tant qu'influenceur, en tant qu'intellectuel, ça veut dire producteur de pensée, c'est de vous éclairer. Donc Grégory
aura réussi à faire sortir 1 million d'Haïtiens dans toutes les grandes villes d'Haïti et de la diaspora. Il a fait ça pour ramasser de l'argent. Il ne rend pas compte de la somme qu'il a recueillie. Il a fait ça pour faire un positionnement politique. Il a fait ça pour faire une démonstration de muscles. J'ai plus de zombies que n'importe qui. Mais, en gros, il aura fait ça pour rien. Haïti, pas l'oseille dans les légumes, non. Il a fait ça pour rien. Haïti n'avait rien à voir. La preuve, c'est que vous êtes excités. Ah, il a fait une marche. Je vous annonce, en septembre, il va y avoir une activité de prière. 6 à 6 pour que Jésus nous bénisse. Quel imbécile. Quel traître à la nation. Quel zombificateur. Il va faire une prière de 6 à 6. Et le pire, vous allez participer à cette connerie. Citez-moi un seul pays qui a résolu un problème par une prière de 6 à 6. Et là, pendant cette prière de 6 à 6, je vous préviens, il va encore ramasser de l'argent. Offrande de Salomon, offrande de toutes les, de tous les noms fictifs qu'on retrouve dans la Bible. Et en 2024-2025, il va organiser une grande marche pour qu'on remette les prémices entre les mains de Jésus. Entre-temps, le problème d'insécurité persiste, pas vrai? Le problème de pauvreté persiste. Le problème d'insécurité alimentaire persiste. Grégory ne rend pas compte. Une autre occasion ratée. Mais ça ne me surprend pas. Mais pire, lors de cette rencontre, savez-vous ce que Grégory a dit? Je le cite. « On me reproche d'avoir fait appel seulement aux chrétiens protestants et de n'avoir pas fait appel aux catholiques. » Je cite toujours. « Moi, je ne veux pas m'associer aux catholiques. » Je cite Grégory. Hein? Le verbatim de cette rencontre se trouve, n'est-ce pas, chez les gens qui y ont participé. Pourquoi ne fait-il pas appel aux catholiques? Écoutez bien, il dit, jusque-là, on ne respectait pas les protestants. Désormais, les catholiques vont respecter les protestants, car nous avons prouvé, vous entendez la mesquinerie du gars? Car nous avons prouvé que le rapport de force est à notre avantage. Donc, vous entendez ça? On a déjà un pays divisé. Grégory vient de réintroduire, il vient de réactiver une autre motivation polarisante, catholique versus protestante. Il a dit dans cette rencontre, les catholiques vont nous respecter parce que nous leur avons prouvé que le rapport de force était à notre avantage. Donc c'est pour cela que vous avez marché, vous? Quel putain de démagogue. Quelle occasion ratée. Quelle occasion ratée. Nous avions là un momentum à exploiter pour faire pression sur les tenants du système oppressif, les tenants du système anti-peuple pour faire bouger les choses. Mais vous vous souvenez que je vous avais dit, lors de cette émission du 12 juillet, que Grégory est un enfant du système. Tous ces 40 jours, machin, au cours desquels on vient prier Jésus, si le système avait changé, on n'aurait pas le temps pour aller dans ces saloperies-là. Pourquoi on fréquente ces histoires de 40 jours? On fréquente ça par manque d'éducation. Je n'ai pas dit par manque de scolarisation. 9 fois sur 10, les Haïtiens ne sont pas éduqués, ils sont scolarisés. Si on est vraiment éduqué et qu'on cultive une pensée critique n'évacue pas la question du surnaturel. Moi, je suis croyant. Mais je suis très cartésien, très raisonnable. Je fais ce que je dois faire et je laisse les ancêtres. Car pour moi, ce n'est pas Jésus. Pour moi, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, de Jacob, c'est le Dieu des Juifs. Abraham et Jacob, dans la mesure où ils ont existé, je ne sais pas, ce sont les ancêtres des Juifs. N'étant pas juif, je n'ai pas, moi, à évoquer Dieu d'Abraham et de Jacob. J'évoque le Dieu de Boukman, le Dieu de Macandal, le Dieu de Dessalines, le Dieu de Capois-la-Mort, le Dieu de Toussaint-Louverture, le Dieu de Tantoya, le Dieu de
Sanit Belair, c'est ça pour moi Dieu. Cette énergie première qui a agi dans mes ancêtres et qui aujourd'hui agit en moi. Donc, si Grégory voulait vraiment faire quelque chose pour Haïti, ce n'est pas le cas, il aurait profité de ce momentum pour mettre sur pied un comité pan-national sans aucune sensibilité religieuse, etc. On est assez divisé sur ces questions-là pour que ce soit désormais Haïti qui nous réunisse. Il ferait appel à des projets pan-nationaux que ce comité-là gérerait et il rendrait compte à ce comité-là et lui remettrait l'argent qui a été ramassé. Non. Donc c'est une affaire très personnelle. En septembre de cette année, on va avoir une prière 6 à 6. Il faut boycotter cette démagogie. On va la boycotter cette fois-ci. Et en 2024-2025, il va organiser une marche pour remettre les prémices du pays entre les mains de Jésus. On va la boycotter. C'est assez de se servir du nom d'Haïti pour ramasser de l'argent. C'est assez de se servir du nom d'Haïti pour se faire un capital politique. Non, c'est assez. C'est assez aussi de cracher sur notre histoire, de cracher sur nos ancêtres au nom d'un Jésus fictif. Je regrette d'avoir raison, mais j'ai raison, comme je vous avais prévenu le 12 dernier, que rien ne sortirait de la marche, que ça a été une marche organisée par le zombificateur en chef pour des zombies qui aiment Haïti, hélas. Il s'est servi de nous, il s'est servi d'Haïti, il nous a roulé une fois de plus dans la farine pour faire avancer ses projets sectaires. Très longue introduction, j'en oubliais presque de vous inviter à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café. Offrez-vous cette tasse de thé. Au retour de la pause, nous allons dresser le bilan d'Ariel. Tenez, le bilan aurait pu tenir en une seconde, rien. Mais ce n'est pas ce que vous attendez de moi. Vous attendez de moi que je décortique, que j'explique, que je soutienne. C'est ce que je ferai. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien, je vous le disais à l'introduction, cette semaine a ramené le 2e anniversaire de l'usurpation du pouvoir d'Ariel Henry, ou par Ariel Henry. J'hésite à mettre le par Ariel Henry parce que Ariel n'est qu'une marionnette dont les ficelles sont tirées et tenues par la fameuse mafia des diplomates étrangers à Port-au-Prince qu'on appelle le corps groupe. Le corps groupe, et c'est pour cela que l'État canadien est responsable de ce qui se passe là en Haïti. Le Canada est autant responsable que les États-Unis dans ce qui se passe là en Haïti, l'insécurité, la pauvreté. Parce que le corps groupe, le saviez-vous, c'est une création en 2004 du Canada. Savez-vous au fait que le corps groupe, c'est une idée de Denis Coderre. Denis Coderre, avant d'avoir été maire de Montréal, ce qu'il n'est plus, Dieu merci, il faudrait quasiment faire un signe de la croix, eh bien, a déjà été ministre
au sein du cabinet de Paul Martin. Mais avant d'être dans le cabinet de Paul Martin, il était dans le cabinet de Jean Chrétien. Il était responsable, ministre responsable de la francophonie et du chapitre d'Haïti. Denis Coderre qui se targuait d'être l'ami d'Haïti parce qu'il parle créole, parce qu'il mange du griot, parce qu'il danse sur Tropicana, etc. Eh bien, c'est lui qui, en tant que ministre, a chapeauté cette mafia internationale qu'on appelle le Core Group dans un hôtel pas trop loin d'Ottawa, là, au lac Meech. Et c'est dans cette rencontre-là de 2003-2004 que Denis Coderre va suggérer, écoutez bien, le regroupement des diplomates accrédités, des diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince pour gérer Haïti sans les Haïtiens. C'est ça le Core Group. Et depuis 20 ans, enfin plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire nous sommes en 2003-2004, lorsque le Canada a suggéré le regroupement des diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince pour diriger Haïti sans les Haïtiens, donc idée du Canada, mise en place par Denis Coderre de Jean Chrétien et de Paul Martin plus tard, et maintenue malgré le fait que Denis Coderre n'est plus là. Donc c'est une décision de l'État du Canada de mettre sur pied ce qui est contre toutes les conventions en matière de diplomatie. C'est quoi cette affaire de regroupement de diplomates accrédités, diplomates étrangers accrédités dans une certaine capitale, qu'ils se regroupent contre ce pays-là? C'est du jamais vu. Et donc le Canada est responsable, hautement responsable de ce qui se passe là. Donc quand on va faire un bilan d'Ariel Henry, rien de rien, le rien de rien est imputable d'abord au Canada, aux États-Unis et à la France. Donc je disais que cette idée du Core Group, c'est une initiative du Canada avec comme instrument Denis Coderre alors, comme ministre, et Denis Paradis comme haut fonctionnaire de la fonction publique du Canada sous Jean Chrétien. Et mettant cette idée raciste du Core Group qui consiste à diriger Haïti sans les Haïtiens, diriger Haïti contre les Haïtiens, parce qu'il y a beaucoup de richesses en Haïti, je vous promets une série d'émissions à venir sur les richesses d'Haïti, vous comprendrez pourquoi ces nations-là s'agglutinent sur Haïti tout en détestant les Haïtiens. Eh bien, mettant en place cette idéologie raciste du Canada par le Core Group, l'un des anciens représentants de l'OEA en Haïti, Liu Einaudi, eut à dire dans un hôtel publiquement, devant la presse, devant des journalistes haïtiens et étrangers, Liu Einaudi qui parle en 2004, écoutez bien, la pire erreur que la communauté internationale ait commise, c'était de laisser les Haïtiens diriger Haïti. Et il ajoute, désormais, nous ne commettrons plus cette erreur. Vous entendez ça? L'idée raciste de diriger Haïti sans les Haïtiens vient du Canada, le Core Group, création de Denis Coderre et de Denis Paradis, et idée raciste reprise par le représentant de l'OEA en Haïti, Liu Einaudi, l'un des porte-paroles, il eut à dire à l'hôtel Montana, la pire erreur que la communauté internationale ait commise, c'était de laisser les Haïtiens diriger Haïti. Cela n'arrivera plus. Il a lancé cette idée et tout de suite après, Kofi Annan, qui fut alors secrétaire général des Nations Unies en 2004, a repris la même idée. L'erreur que la communauté internationale avait commise, c'était d'abandonner Haïti trop tôt. Il référait aux diverses missions militaires qui se sont succédées depuis 1993 en Haïti et il ajoute cette fois-ci, nous allons entrer en Haïti et nous allons y rester pour longtemps. La messe est dite, les amis. Depuis ce temps-là, les Haïtiens ne dirigent plus rien.
plus rien. Donc quand on fixe les responsabilités dans le chaos haïtien, il faut imputer les responsabilités aux commanditaires de ce chaos, que sont l'État canadien, l'État américain, l'État canadien dans un premier temps, et dans un second et dernier temps seulement, ne perdons pas de vue la hiérarchie des responsabilités ou l'ordre des responsabilités, dans un second et dernier temps seulement, aux politiciens haïtiens, qui sont des crapules, je dis bien, qui sont des traîtres à la nation, je veux bien, vous avez raison, mais ne perdons pas de vue l'ordre des responsabilités. Si vous cherchez une preuve au fait que les Haïtiens ne dirigent rien depuis 20 ans, ils ne choisissent même pas leur chef, mais c'est la manière dont Ariel a été nommé. D'ailleurs, si vous suivez mes dernières émissions, vous comprenez pourquoi Claude Joseph avait présenté sa démission, pourquoi Jovenel Moïse l'avait congédié, et pourquoi, c'était le mot de Jovenel Moïse, pourquoi il se sentait obligé de nommer Ariel Henry. Et un jour avant qu'il n'ait procédé à l'installation d'Ariel Henry comme Premier ministre, il a été assassiné par les feux croisés du département d'État, du PHTK de Michel Martelly et des oligarques de Vorbe et d'autres saloperies du même genre. Comment Ariel s'est-il retrouvé Premier ministre? Parce qu'à l'assassinat de Jovenel, on a eu un ministre démissionnaire un Premier ministre démissionnaire qui devait gérer les affaires courantes en la personne de Claude Joseph et un Premier ministre désigné en la personne d'Ariel Henry. Ces deux-là se battaient comme deux coqs, ils ne voulaient pas laisser le pouvoir. Claude Joseph, pour protéger ses arrières, parce qu'il se sentait impliqué, il se savait impliqué dans le complot ourdi contre Jovenel Moïse, qui a d'ailleurs conduit à son assassinat, et Ariel Henry lui-même, qui était au courant, qui suivait la chose, n'est-ce pas, des premières loges, grâce à son ami, n'est-ce pas, Badio Joseph. Bon, ils se sont invectivés pendant une dizaine de jours, jusqu'à ce que, par un tweet, le même regroupement mafieux des diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince, par un tweet, dis-je, ait décidé de faire affaire avec Ariel Henry. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant.
Mais ce qu'ils ont fait là avec Ariel Henry, ils l'avaient déjà fait avec Gérard Latortue. Après avoir infligé un coup d'État avec l'aide de nationaux, je veux bien, n'est-ce pas? Après avoir infligé un coup d'État à Jean-Bertrand Aristide, qui avait ses défauts, dois-je le préciser, mais coup d'État quand même. Après avoir infligé un coup d'État à Jean-Bertrand Aristide, c'était encore le corps groupe qui avait nommé Gérard Latortue. Ils ont nommé Gérard Latortue, ils l'ont maintenu en place, ils l'ont aidé à organiser des élections bidons qui nous ont donné René Préval. Je n'ai pas besoin de refaire toute l'histoire. Et là, on se retrouve avec un Ariel Henry. En 2 ans, dites-moi, quels sont les grands chantiers qu'Ariel Henry a mis sur pied, a mis en place pour aider la nation? Regardons la question de l'insécurité. Citez-moi une seule bonne décision qu'Ariel Henry a prise pour régler la question de l'insécurité. Aucune. Il s'est contenté de dire qu'il n'a pas les moyens de régler les problèmes d'insécurité et que sa seule solution à lui, c'est l'invasion du pays par les nations malveillantes. Le script est écrit par les États-Unis, par le Canada, par la France, l'invasion d'Haïti. N'était le veto dont disposent la Russie et la Chine au sein du Conseil de sécurité, Haïti aurait été envahi par ces mêmes nations malveillantes qui nous ont déjà envahis depuis 1993, qui nous ont foutu le choléra et qui sont là pour tout sauf pour résoudre le problème d'insécurité, parce que lorsque ces nations malveillantes nous avaient envoyé leur armée, il y avait encore des kidnappings. J'ai un ancien camarade qui a été kidnappé au vu et au su des troupes militaires étrangères présentes en Haïti. On l'a arrêté devant ces militaires étrangers, on l'a kidnappé, on l'a embarqué, mais voilà, les militaires n'ont pas levé le petit doigt. Donc ceux qui pensent comme Ariel que c'est les troupes étrangères qui vont résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, ils sont soit de mauvaise foi, et là je ne peux rien contre eux, sinon que de les dénoncer, ou ils ont la mémoire courte, et là, je peux faire quelque chose, leur rappeler l'histoire récente du pays. Mais quand Ariel dit qu'il ne peut rien contre l'insécurité, vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Parce que tout le monde sait que Vitellum, d'ailleurs Vitellum lui-même le dit, Vitellum travaille pour Ariel Henry. Tout le monde sait que les ISO de ce monde n'ont jamais été inquiétés par le gouvernement d'Ariel Henry. Imaginez un ISO qui kidnappe, qui tue des policiers, qui tue du monde, mais qui continue d'envoyer ses vidéos dans les piscines des maisons des gens qu'il a kidnappés et qu'il a dépossédés. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? En un moment où les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France détiennent les meilleures technologies en termes de géolocalisation. Donc, ils pourraient vous dire, n'est-ce pas, en temps réel, où se trouve le fameux ISO, dans quelle maison où il se trouve. Et s'ils voulaient vraiment l'éliminer, ils auraient envoyé, je ne sais pas moi, une bombe téléguidée par l'intelligence artificielle. Et en une seconde, ISO serait passé à l'infinitif, comme on dit chez nous. Mais ISO, Vitellum, les autres n'ont jamais été inquiétés. Quand est-ce que vous allez comprendre? Pourquoi? Parce que la question de l'insécurité est un outil politique aux mains du Canada, des États-Unis et de la France pour terroriser, selon la formule, n'est-ce pas, de cet intellectuel, Naomi Klein, pour terroriser le traitement de choc, la population. Donc Ariel, au point de vue de la question de l'insécurité, a dit, moi, je ne peux rien faire. Qui est-ce qui peut faire quelque chose? L'international. L'international doit envoyer des troupes chez nous. Donc, il a lui signé l'invasion du territoire haïtien. Du point de vue de la justice maintenant, qu'est-ce qu'Ariel a fait? Comment on s'est retrouvé avec un Ariel Henry au pouvoir? C'est à la suite de l'assassinat crapuleux du président haïtien dans sa chambre à coucher.
un minimum de bon sens, un minimum d'apparence de justice voudrait qu'Ariel Henry puisse diligenter une véritable enquête pour savoir ce qui s'est passé. Il ne peut pas le faire parce qu'il se sent impliqué. Il ne peut pas le faire parce que les patrons qui l'ont placé là sont impliqués dans le crime. Il ne peut pas le faire parce qu'on a des relevés téléphoniques d'échanges entre Joseph Badio, l'un des cerveaux du crime, et lui-même. Si bien que le ministre de la Justice qui était laissé en place par feu Jovenel Moïse l'a convoqué devant lui pour qu'il réponde à un certain nombre de questions. Plutôt que de se mettre à la disposition de la justice, il a congédié le ministre de la Justice. Entendez-vous ça? Donc, indépendance du pouvoir judiciaire, on repassera. Hein? Mais il le fait au vu et au su de tout le monde. Il le fait au vu et au su des diplomates accrédités à Port-au-Prince. Donc, les États-Unis, le Canada et la France qui prônent l'état de droit, pourquoi n'ont-ils jamais tapé du doigt Ariel Henry en lui disant « Écoutez, là, il faut avoir un minimum de respect pour l'indépendance judiciaire. Vous ne pouvez pas renvoyer un ministre de la Justice qui vous a convoqué pour que vous lui rendiez des comptes. Vous ne pouvez pas renvoyer un juge qui veut vous entendre. » Non, pas du tout. On déroule un tapis rouge à Ariel. Ariel est dans toutes les capitales du monde. Il était à Paris dernièrement, oh là là, hein, avec des pères d'IM en prime. Il est à Washington, il est au département d'État, n'est-ce pas, Ottawa, enfin, Mélanie Joly lui parle régulièrement. Est-ce qu'on lui adresse quelques reproches que ce soit? Pas du tout, on s'en fout de l'indépendance judiciaire. Il s'agit d'un pays de nègres. Le Canada, qui veut jouer son rôle de bon cop vis-à-vis du bad cop que sont les Américains, a sorti une liste de gens sanctionnés. Mais que fait la ministre de la Justice d'Ariel Henry, qui est en passant ministre de la Culture, ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice? Au fait, cette femme-là a reçu tous les ministères régaliens. Que fait-elle, Émilie Prophète, entre-temps, pour que justice règne dans ce pays? Rien. Le Canada a sorti une liste de gens sanctionnés, mais Haïti devrait prendre le relais, faire écho à ces sanctions-là. Mais est-ce que ces gens-là sont traduits devant la justice en Haïti? Jamais. Émilie Prophète ne lève le petit doigt, donc ce n'est pas seulement du point de vue de la sécurité qu'Ariel Henry ne fait rien. Ce n'est pas seulement du point de vue de la justice qu'Ariel Henry ne fait rien. Du point de vue politique, il y a un blocage aussi. Il veut réformer la Constitution de manière inconstitutionnelle. Pour quelle raison? Il y a trop de verrous dans la Constitution haïtienne qui protègent les ressources minières d'Haïti, les richesses d'Haïti, mais les États-Unis, le Canada et la France, du moins leurs compagnies minières, ont toujours voulu faire sauter cela. Eh bien, c'est à cela qu'on travaille. Sauf que Ariel n'arrive pas à trouver la bonne formule pour nous la faire avaler, là. Cette réforme constitutionnelle anticonstitutionnelle. Et là, Madame Lalime, la très détestable, la très exécrable Madame Lalime, ancienne représentante du BINU, donc Bureau intégré des Nations Unies à Port-au-Prince, a sorti de son chapeau le HCT, le Haut Conseil de Transition, avec Mirland en prime. Mandat: préparez-nous cette réforme constitutionnelle et conduisez-nous à des élections bidons dont vous avez déjà été victime, Madame Mirland, pour que nous, les nations malveillantes, nous puissions donner à votre peuple quelqu'un qui n'est pas élu. Donc, stabilité politique, on repassera. Instabilité, on maintient. Et là, Mirland Maniga elle-même, elle est empêtrée. Donc, dossier constitutionnel, 0. Dossier élection, 0. Pendant qu'on dénonce l'inaction d'Ariel, ne perdons pas de vue les véritables commanditaires d'Ariel. Le Canada,
les États-Unis, la France. Ce sont eux les premiers responsables du chaos haïtien. Ce sont eux les premiers responsables, n'est-ce pas, de l'insécurité haïtienne. Ce sont eux les premiers responsables de l'insécurité alimentaire. Le Canada envoie des bateaux dans nos eaux, il envoie son avion dans notre espace. Le Canada, qui est membre de l'OTAN, n'aurait pas les moyens de géolocaliser, Vitellum, de géolocaliser, n'est-ce pas, ISO et les autres, voyons donc. C'est parce qu'ils travaillent pour eux. Quand je vous dis qu'il nous faut tout faire pour renverser Ariel Henry, ça prendra du temps. Mais c'est vers cela qu'on doit s'acheminer. Ne rien négocier avec le Canada, les États-Unis et la France. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit « Mais Jean-Fils Aimé, vous savez, la solution c'est de négocier », c'est pas compliqué, je veux rien savoir. J'étais au téléphone avec un ami de New York la semaine dernière qui dit « Mais Jean, voyez-vous, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin et il faut s'asseoir avec eux. » C'est pas compliqué. Je ne vais pas m'asseoir avec un voleur pour lui dire de me rendre ma maison. Je ne vais pas m'asseoir avec un violeur pour négocier la reddition de ce qui m'appartient, non. Les États-Unis, le Canada et la France pillent Haïti depuis toujours. Je ne vais pas m'asseoir avec eux pour négocier quoi que ce soit en ce qui a trait à Haïti. C'est pas compliqué. Si vous me proposez ça, je ne veux rien savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est renverser Ariel, prendre le pouvoir et obtenir l'adhésion du peuple haïtien. Et alors, le Canada, les États-Unis, la France vont devoir négocier avec nous. Négocier leur sortie de notre pays. Négocier leur, si vous voulez, la mainmise. Haïti, c'est clair pour moi. Avec à sa tête un gouvernement nationaliste, intègre et compétent, doit faire le virage vers le bloc de Shanghai. Depuis plus de 200 ans que nous sommes inféodés, pour ainsi dire, aux États-Unis, enfin au bloc occidental, quels sont les avantages? Sinon que ces pays-là nous piquent nos cerveaux. Je vous ai déjà lancé ce défi, à savoir, dites-moi un seul avantage collectif, je ne parle pas de l'avantage individuel, que nous retirons du fait que nous avons des relations diplomatiques avec le Canada, les États-Unis, la France, n'y est rien. Ces pays-là nous volent notre destin politique. Ces pays-là colportent un narratif péjoratif sur nous. Nous devons renverser Ariel et, ce faisant, renverser la mainmise de ces nations sur nous. Cela prendra du temps, parce que ça fait 200 ans qu'ils ont mis leurs bottes sur notre cou. Ça fait 200 ans qu'ils nous exploitent. Si nos ancêtres se sont libérés de l'esclavage après près de 300 ans, nous y arriverons nous aussi. Soyons déterminés, soyons combatifs, non au compromis, nous y arriverons. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Vive Haïti, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir, à la semaine prochaine.